suis Olivier Bonnet, je m'occupe de la politique d'investissement responsable de l'ERAF, donc du RAF, donc établissement que je vais vous décrire dans la suite de la présentation. Alors, moi j'ai mis ici en titre la question qui est le thème de cette journée. La RSE doit-elle impliquer un plus juste partage de la richesse produite? Bon, je ne vais pas vous donner de réponse définitive à cette question. En revanche, je vais vous expliquer comment l'ERAF essaye de prendre en compte cet enjeu dans sa politique d'investissement. Donc dans un premier temps, j'imagine que peu d'entre vous connaissent le RAF, les RAF, donc je vais vous en dire quelques mots. Je vais vous expliquer pourquoi les RAF est par nature un investisseur de long terme, et puis ça va nous amener assez naturellement à décrire la politique d'investissement responsable que l'on a mise en œuvre depuis la création de l'établissement. Et puis enfin, dans un dernier temps, j'expliquerai comment au sein de cette politique d'investissement responsable, on essaye de promouvoir un partage équitable de la valeur ajoutée. Alors, les RAF, le RAF ou la RAF, c'est la retraite additionnelle de la fonction publique. C'est un régime de retraite qui a été créé par une réforme de 2003 qui est opérationnelle depuis 2005. En fait, c'est un fonds de pension public à travers lesquels les fonctionnaires, les 4,6 millions de fonctionnaires français, peuvent cotiser sur la partie non indiciaire de leur rémunération pour leur retraite. Avant 2005, avant cette réforme-là, un fonctionnaire ne cotisait que sur son traitement indiciaire, sa rémunération de base pour sa retraite. La réforme de 2003, qui a donné lieu à la création du RAP, revient un peu sur cette injustice. L'idée étant d'allonger la durée de cotisation des fonctionnaires sur les salariés du privé. La compensation, c'est de dire on va commencer à inclure cette partie non indiciaire à l'assiette de cotisation. Si ce n'est que ça n'a pas été intégré au régime général des retraites, mais un fonds de pension public spécial a été créé pour gérer ces cotisations supplémentaires et le paiement de ces retraites additionnelles. Donc voilà, c'est un fonds de pension public par points. Les fonctionnaires cotisent, acquièrent des points, et au moment où ils partent à la retraite, ces points sont transformés en rente. Et les employeurs, donc fonction publique d'État, fonction publique hospitalière et collectivités territoriales, cotisent à même hauteur que le fonctionnaire. Donc on a 4,6 millions de bénéficiaires qui n'ont pas le choix, c'est obligatoire, 52 000 employeurs et vous voyez parmi lesquels 46 000 collectivités territoriales. En termes de gouvernance, on a un conseil d'administration qui est particulièrement impliqué dans la politique d'investissement du régime, puisque comme c'est un fonds de pension, on collecte les cotisations, on les investit sur les marchés financiers pour être en mesure, dans 10, 20, 30 ans, de payer la retraite des fonctionnaires qui ont donc cotisé à ce régime. Donc notre conseil d'administration est très impliqué dans nos politiques d'investissement, et vous le verrez par la suite, c'est ce conseil d'administration qui a créé, enfin en tout cas pris la décision de mettre en œuvre une politique ISR qui couvre l'intégralité de nos investissements. Il est quasiment paritaire, donc on a 8 représentants des bénéficiaires nommés par les organisations syndicales, 8 représentants des employeurs, donc État, hôpitaux et collectivités territoriales, et enfin 3 personnalités externes. 3 principes guident l'action de ce conseil d'administration. C'est d'abord l'équité intergénérationnelle. L'idée, c'est que chaque année, on fixe une valeur d'acquisition du point et une valeur de service du point. Grâce à ce système-là, on peut s'assurer déjà de la préservation sur le long terme du pouvoir d'achat de cette retraite, donc ça c'est le deuxième point, mais aussi nous assurer qu'on n'a pas été trop généreux envers une des générations aux dépens d'une autre génération. Donc ça permet de nous assurer de l'équité entre les différentes générations. Et enfin, le troisième principe, c'est cette politique d'investissement responsable. L'ERAF est par nature un investisseur de long terme. Ça s'explique par plusieurs raisons. Déjà, on est en phase de montée en charge, c'est-à-dire que comme on a été créé en 2005, peu de fonctionnaires ont déjà cotisé, sont sortis et sont partis à la retraite. Donc ça veut dire qu'on cotise énormément, on collecte énormément de cotisations, environ 1,7 milliard tous les ans. En revanche, on sert très peu de prestations. Peu de fonctionnaires ayant cotisé au RAF sont déjà partis à la retraite. Ça veut dire qu'en net, on reçoit à peu près 1,7 milliard d'euros par an. Et ces cash flows vont rester, positifs pendant encore très longtemps, puisque selon nos prévisions, ils vont rester supérieurs à 1 milliard d'euros jusqu'en 2020. La deuxième caractéristique, c'est que comme on a un régime obligatoire,
on n'a pas de passif caché. On sait que les fonctionnaires n'ont pas le choix. C'est assez facile de prévoir quelle sera la population des fonctionnaires à la retraite dans les 10-20 prochaines années. Donc c'est assez facile de prévoir les prestations qu'on aura à servir et les cotisations qu'on va recevoir. Donc on a une très bonne visibilité sur nos flux d'investissement, ce qui nous permet de voir à très long terme. Donc par nature, le fait qu'on n'a pas besoin de liquidité, on n'a pas besoin de vendre des actifs pour payer des prestations, ces cash flows sont visibles, donc par nature, on est un investisseur de long terme, on peut penser, on doit penser sur le long terme. Cette nature d'investisseur de long terme se combine avec des contraintes réglementaires en termes d'allocation d'actifs qui se veulent prudentielles même. Donc vous avez sur le camembert de gauche les contraintes qui nous sont imposées par la loi. Donc on n'a pas le droit, en tant qu'investisseur, d'investir moins de 65% de nos actifs en obligations. Et à l'inverse, on n'a pas le droit d'investir plus de 25% en actifs diversifiés, donc par exemple en actions, et plus de 10% en immobilier. Donc jusqu'à maintenant, on n'avait même pas la possibilité d'investir en immobilier. C'est un décret, une réforme réglementaire qui nous a permis de commencer à investir en immobilier. Mais jusqu'à très récemment, on n'avait pas le droit d'investir moins de 75% de nos actifs en obligations. Donc vous avez la déclinaison de ces contraintes réglementaires sur le graphique de droite, ce qui représente notre allocation d'actifs à la fin de l'année 2012. Donc vous voyez qu'on a, si vous additionnez les obligations d'État, les obligations de collectivités territoriales, d'organismes supranationaux comme la Banque européenne d'investissement ou des obligations d'entreprise, qu'on appelle le crédit euro, on a environ 71% actuellement de nos actifs investis en obligations, donc au-dessus de la limite des 65%. 23% de nos actifs sont investis en actions. Donc comme on a commencé à investir en obligations en 2005, après on a commencé à investir en actions, il y a une phase de rattrapage, mais vous voyez qu'on a quasiment atteint déjà la limite de 25% que la loi nous fixe. Et enfin, l'immobilier, on n'a que 0,2% d'immobilier pour le moment, parce qu'on a eu l'autorisation que très récemment, donc on a à peine commencé ces investissements. Ce qu'il faut préciser, c'est que la loi nous oblige à déléguer à des sociétés de gestion, comme AXA IM par exemple, une partie de nos investissements. Tout ce qui est obligation avec une garantie d'État, donc obligation émise par l'État français, on a le droit de le gérer directement, donc on a des personnes en interne qui gèrent ces obligations-là. En revanche, tout le reste, la loi nous impose de déléguer à des sociétés de gestion. Donc, nos actions, nos obligations d'entreprise et nos investissements immobiliers sont délégués à des sociétés de gestion. Et en tant qu'établissement public, on choisit ces sociétés de gestion par appel d'offres public. Donc voilà, ça c'était pour la présentation générale de l'ERAF. Évidemment, la déclinaison de cette approche prudente et de cette allocation qui se veut le reflet de notre vision à long terme, se décline au niveau de nos choix d'investissement à travers une politique ISR qui va définir des critères d'investissement spécifiques. Donc voilà, c'est ce qu'on mentionne ici sur cette page. C'était assez naturellement, en tant qu'investisseur public, de long terme, la décision, c'est quasiment d'imposer d'elle-même à notre conseil d'administration de vouloir investir l'intégralité de nos actifs selon une politique d'investissement responsable. Donc cela s'est traduit par l'adoption d'une charte dès 2006, une charte ISR qui définit les grands principes de notre politique. Et ensuite, cette charte est déclinée, on va le voir un peu plus par la suite, en référentiel de critères d'évaluation pour chaque classe d'actifs dans lesquels on est amené à investir. Et on est depuis 2006 signataire des principes pour l'investissement responsable de l'ONU. Donc plus dans le détail, en quoi consiste cette charte ? Cette charte définit 5 grandes valeurs que l'on doit promouvoir à travers l'intégralité de nos investissements, qu'il s'agisse d'obligations d'État, de collectivités territoriales ou d'actions d'entreprise. Et même, on l'a même décliné à l'immobilier. Donc ces 5 grandes valeurs sont le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Vous voyez, on a mentionné ici quelques enjeux couverts, comme la non-discrimination, contre la corruption, etc. Le progrès social, donc respect du temps de travail, partage équitable de la valeur ajoutée, donc on verra après comment on le prend en compte. C'est aussi qualité des garanties contractuelles, comment s'assurer que les salariés d'une entreprise, qu'une entreprise n'a pas une grande partie de ses salariés avec en contrat précaire, donc
temps partiel imposé, CDD, etc. Démocratie sociale, donc respect de la liberté d'association, promotion du dialogue social. C'est aussi dans cette valeur-là qu'on regarde la promotion des bonnes conditions de sécurité. L'environnement, donc c'est assez intuitif. Et la bonne gouvernance et la transparence. Donc ça, c'est un document transversal qu'on applique à toutes nos classes d'actifs. Ensuite, évidemment, on ne va pas appliquer ces critères-là de la même façon à un État et à une entreprise. Donc, par exemple, là, si on prend la dernière valeur, la bonne gouvernance et la transparence, les critères que j'ai mentionnés ici, équilibre des pouvoirs, rémunération des dirigeants, ce sont des critères qu'on applique typiquement à l'évaluation d'une entreprise sur cet enjeu de bonne gouvernance et de transparence. Quand on va investir, quand on va acheter les obligations d'un État, pour évaluer la qualité d'un État sur cette valeur-là, on va peut-être plutôt regarder la séparation effective des différents pouvoirs, la qualité des infrastructures fournies aux populations, voilà, on va regarder les ratings en termes de corruption, la transparence des comptes publics, l'existence d'un organisme de contrôle indépendant, etc. Donc ça, cette déclinaison-là, elle est faite au sein de référentiels. Donc on a un référentiel pour chaque catégorie d'émetteurs. Et ce référentiel décline chacune de ces grandes valeurs en critères d'évaluation. Donc par exemple, on a une quarantaine de critères d'évaluation pour les entreprises, à peu près le même nombre pour les États. Ça nous permet de noter les émetteurs d'un univers d'investissement sur ces enjeux ISR ou ESG, et ça nous permet de faire nos choix, ou ça permet aux gérants qui ont la responsabilité d'appliquer ce dispositif-là, ce référentiel-là, de faire les choix en accord avec les valeurs de l'ERAF. Donc on voit bien que ce sont des valeurs avec une forte connotation sociale, puisqu'on a trois valeurs qui pourraient être regroupées sous le S des enjeux ESG, avec l'état de droit, le progrès social et la démocratie sociale, et ça reflète assez fortement les valeurs que nos administrateurs, notamment syndicaux, voulaient donner à nos investisseurs. La volonté vraiment de promouvoir les valeurs du service public français. Et alors là, l'autre élément important de cette charte ISR, c'est qu'elle pose comme principe d'application de cette charte et de ses référentiels le best in class. Donc Vincent l'a un peu évoqué précédemment. Le best in class, l'idée c'est de dire on ne va pas exclure des émetteurs sur la base de leur activité, on ne va pas exclure des secteurs entiers d'activité, on ne va pas exclure des émetteurs qui sont impliqués dans des controverses ou qui font face à des allégations. On ne va pas faire des investissements ciblés sur une thématique. Nous, ce qu'on souhaite, c'est investir dans tous les secteurs d'activité, mais promouvoir les acteurs les mieux notés, les plus vertueux en fonction de nos critères d'évaluation. En fait, c'est la raison pour laquelle on a choisi cette approche de best in class, c'est que c'est la seule qui nous paraît cohérente quand on veut appliquer une politique qui est transversale sur l'ensemble des classes d'actifs. Par exemple, si vous avez une politique thématique, je ne sais pas, sur les actions en disant je vais investir dans un fonds action énergie renouvelable, c'est très compliqué d'être cohérent sur l'ensemble de vos classes d'actifs si par ailleurs vous avez des fonds actions qui investissent par exemple dans le secteur pétrolier. C'est compliqué si vous faites un fonds thématique énergie renouvelable, si parallèlement vous achetez massivement des obligations de l'État français qui utilisent fortement l'énergie nucléaire. Donc, on peut comprendre que certains investisseurs ciblent ces fonds thématiques-là, c'est compliqué quand on veut avoir une démarche qui soit transversale à l'ensemble des investissements. De la même façon, si on était... les exclusions éthiques, par exemple, on va dire, c'est compliqué, encore une fois, si vous voulez avoir une démarche transversale, vous pouvez dire, tiens, je vais exclure le secteur de la défense, par exemple, en disant c'est contraire à mes valeurs, je vais exclure toutes les entreprises de la défense de mes portefeuilles actions. Si par ailleurs vous êtes investi, encore une fois, en obligations de l'État français, dont une partie du budget va à la défense, il y a une question de cohérence qui se pose. Donc voilà, c'était compliqué pour un fonds comme l'ERAF, d'autant qu'on investit l'argent des fonctionnaires. Tous les fonctionnaires n'ont pas les mêmes valeurs, ne portent pas les mêmes valeurs personnelles. Donc c'est compliqué de refléter toutes les valeurs des fonctionnaires. Et c'est la raison pour laquelle on s'est plutôt orienté vers le principe du best in class. Et par ailleurs, chaque démarche n'est pas exclusive l'une de l'autre. Et c'est pour ça que j'ai mis un peu en surlignage la démarche d'engagement. On peut très bien faire du best in class et par ailleurs avoir une démarche d'engagement, donc de dialogue direct avec les émetteurs que l'on a en portefeuille pour chercher à améliorer
leurs pratiques. On peut très bien considérer que dans nos portefeuilles, on a déjà filtré les émetteurs en fonction de leurs pratiques, et être conscient que même les meilleurs de chaque secteur ont des progrès à réaliser et qu'on peut les pousser encore à faire mieux avec une démarche d'engagement. Alors, pour justement avoir une action sur les émetteurs qu'on avait en portefeuille, on a adopté en 2012 ce qu'on appelle une politique d'engagement actionnarial, qui comprend, donc c'est des grands principes, mais elle comprend notamment une politique de vote aux assemblées générales. Donc on est actionnaire via les fonds dans lesquels on investit, par les sociétés de gestion à laquelle on délègue la gestion de nos actions. Ce que l'on a décidé en 2012, c'est d'imposer à nos gérants, à nos sociétés de gestion, des principes de vote aux assemblées générales qui nous sont propres. Donc le gérant, pour les fonds qu'il gère spécialement pour les RAF, ne vote pas en fonction de sa politique de vote. Axelium ne vote pas pour les RAF en fonction de sa politique de vote, mais adapte ces analyses aux critères propres de l'ERAF. Donc vous avez ici les quelques grands principes qu'on entend promouvoir à travers cette politique de vote. Donc la transparence sur l'activité de la situation financière. Donc par exemple, cette année, on demande à nos gérants de voter contre l'approbation des comptes des sociétés financières qui ne détailleraient pas le détail de leurs activités par pays. Donc c'est assez exigeant et ça va nous amener à voter contre, je pense, un nombre assez significatif de résolutions. Le deuxième principe, c'est l'équilibre des pouvoirs et l'efficacité des organes délibérants. Le respect des actionnaires de long terme et l'équité dans la politique de distribution. Donc on va le voir, là on commence à toucher à l'enjeu du partage de la valeur ajoutée. L'équité, la modération et la transparence des rémunérations. Donc là encore, on a une politique assez forte parce que, bon, alors vous le savez peut-être ou pas d'ailleurs, en France, les actionnaires ne votent pas directement sur les politiques des rémunérations. Il n'y a pas le principe de ce que les anglo-saxons appellent le CMP. En revanche, on va voter sur toutes les rémunérations exceptionnelles qui sont couvertes par ce qu'on appelle le régime des conventions réglementées. Donc c'est tout ce qui est retraite chapeau, indemnité de départ, etc. On vote également sur toutes les formes de rémunération qui donnent accès au capital, comme les stocks options ou les actions gratuites. Donc les RAF souhaitent que, déjà, on vote contre les stocks options. On considère que c'est un système de rémunération qui est parfaitement pertinent dans les petites entreprises en création, ça l'est moins dans les grandes entreprises cotées. Par ailleurs, on a fixé un seuil maximum, qu'on appelle seuil maximum tolérable, à 100 fois la rémunération minimale, au-dessus duquel on considère qu'il faut voter contre les rémunérations des dirigeants quand on peut. Donc un dirigeant qui aurait déjà un salaire supérieur à 100 fois le SMIC en France, on voterait contre les rémunérations exceptionnelles, type retraite chapeau, indemnité de départ, etc. Et enfin, le dernier principe, c'est l'équité de traitement des actionnaires. Donc on souhaite le respect du principe une action, une voix, un dividende. Donc comment on prend en compte l'enjeu de la valeur ajoutée dans notre politique TSR et dans notre politique de vote? Alors, on le prend à deux niveaux. D'abord en amont des investissements. Donc c'est un des critères sur lesquels les entreprises sont notées sous la valeur qu'on appelle progrès social. Donc on évalue les entreprises de chaque secteur sur cette dimension de progrès social. Et un de ces critères, des critères pris en compte, c'est l'évolution comparée de la masse salariale et de la rémunération des actionnaires. La rémunération des actionnaires, on prend en compte non seulement les dividendes, mais également les rachats d'actions qui sont par la suite annulés. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte les rachats d'actions dans la rémunération des actionnaires, on ne prend pas en compte les rachats d'actions qui viseraient à compenser des plans de stock options ou des plans de distribution d'actions gratuites, puisque dans ce cas-là, ce n'est pas de la rémunération qui va aux actionnaires, mais en l'occurrence aux dirigeants. Donc on a ce ratio-là qu'on souhaite suivre, et si le ratio est trop en défaveur des salariés, l'entreprise reçoit une mauvaise note sur ce critère-là, et donc pénalisée sur sa notation de progrès social. Et donc on aura par la suite plus de mal à être considéré comme best in class ou parmi les meilleurs de son secteur. Ça, c'est le premier niveau. Donc au niveau de la sélection de titres, cet enjeu est déjà pris en compte. Ensuite, au niveau des assemblées générales, une fois qu'on détient, qu'on a choisi une action d'une entreprise, qu'on l'a en portefeuille et qu'on est amené à voter lors de son assemblée générale, on le prend en compte dans le vote sur la distribution des résultats et donc la distribution des dividendes. Donc on a plusieurs situations dans lesquelles on va voter contre le dividende, et ça c'est... Certains diront un peu schizophrène de la part d'un actionnaire d'être amené à voter contre un dividende qu'il juge trop élevé. Nous, on considère que c'est cohérent avec notre approche de long terme. Donc on peut voter contre un dividende si la rémunération des actionnaires, mesurée comme décrit précédemment, a augmenté plus de 50% plus rapidement que la rémunération des salariés à périmètre constant. Donc voilà, si on estime que
finalement l'entreprise met quelque part en danger son capital humain en ayant une politique de distribution trop généreuse, on vote contre un dividende qu'on juge trop élevé. On peut voter contre un dividende si on le juge anormalement élevé par rapport aux autres entreprises du secteur. Donc dans ce cas-là, on regarde le ratio de distribution du dividende, et si on considère qu'une entreprise est trop généreuse vis-à-vis de ses actionnaires par rapport à son concurrent, ça peut cacher un déséquilibre, notamment par exemple dans sa capacité d'investissement. Dans ce cas-là, on vote contre également le dividende. Ce qui est lié aux critères précédents, c'est qu'on va voter contre un dividende quand la capacité d'investissement est mise en question. Donc là, on va suivre des ratios d'endettement. Si une entreprise est fortement endettée, si elle n'a plus la capacité d'investir, alors dans ce cas-là, on ne comprend pas qu'elle rémunère, qu'elle distribue des dividendes généreux à ses actionnaires. On considère que c'est une vision qui est un peu trop court-termiste. Et enfin, on ne souhaite pas avoir de dividendes trop élevés si, en parallèle, l'entreprise a procédé à des restructurations pendant la période sous revue. Donc concrètement, en 2012, ça s'est concrétisé de quelle façon? Donc, les sociétés de gestion à qui on délègue la gestion de nos actions devaient appliquer notre politique de vote. On leur a demandé, on a fait un échantillon d'une vingtaine d'entreprises, principalement françaises, qui représentaient les plus grosses participations dans notre portefeuille. On leur a demandé de nous envoyer leurs intentions de vote en amont des assemblées générales, pour nous assurer qu'elles respectaient bien, qu'elles comprenaient bien les principes qu'on voulait appliquer lors de ces assemblées générales. Et on a suivi la façon dont elles ont voté. Et sur ces 20 sociétés-là, donc là en 2013, par exemple, la saison des assemblées générales est en train de s'ouvrir, on a élargi l'échantillon à 40 sociétés. Donc on va suivre une partie non négligeable de notre portefeuille maintenant de façon un peu plus active. En tout cas, sur 2012, sur les 20 sociétés qu'on a désiré suivre de façon approfondie, on voit que ce critère, juste sur la distribution des dividendes, nous a amené à voter contre les dividendes proposés par 6 sociétés, non pas parce qu'en tant qu'actionnaire on les considérait comme trop faibles, mais justement parce qu'on les considérait comme trop élevés au regard des critères mentionnés précédemment sur la capacité d'investissement de l'entreprise ou sur l'évolution comparée de la rémunération des salariés. Et on a également soutenu des résolutions proposées par d'autres actionnaires de dividendes alternatifs. Je pense qu'on peut le nommer, notamment chez France Télécom, où les salariés proposaient de réduire le dividende par action à 1 euro par action. On a voté contre le dividende proposé par France Télécom et soutenu la résolution alternative des actionnaires.